Alors on va commencer par Anne-Sophie Fioretto, Bureau Pacte 3F, qui va faire une petite intro un petit peu générale et nous présenter son point de vue en tant que bureau qui accompagne un certain nombre de destinations. Tu veux venir ici ou tu restes là? Attends, je teste. Non, ça marche, super. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup Christophe pour me donner la parole pour introduire cette table ronde sur les nouvelles formes de gouvernance. Effectivement, le débat tout à l'heure était peut-être un petit peu franco-français. J'espère qu'on pourra élargir un petit peu. Je vais en tout cas essayer de donner un cadre un petit peu plus suisse, ou en tout cas valaisan, pour qu'on puisse comparer aujourd'hui les modèles de gouvernance existants et puis essayer de voir vers quelle nouvelle forme il faudrait aller pour développer un tourisme d'exploitation plus performant. Juste quelques mots en guise d'introduction sur qui je suis. Donc, je représente le bureau Pacte 3F qui existe depuis avril 2012 et qui est constitué d'une équipe de 3 personnes, 2 géographes, ou 3 géographes, donc avec une vision pluridisciplinaire. Et puis, puisqu'on parle de gouvernance, je trouvais intéressant en fait de vous montrer aussi qu'on est un bureau d'études, un bureau conseil, mais qui réinvente un petit peu l'activité de consultant, dans le sens où et c'est comme ça que je l'ai nommé aussi, on se nomme partenaire d'un développement territorial ou touristique. Si je suis, ou si je colle à ce qu'a dit M. Boulogne tout à l'heure, je ne devrais pas utiliser le mot développement, mais optimisation, que je trouve assez approprié effectivement. Mais en tout cas, on essaye d'être le partenaire de la collectivité ou de l'Office du tourisme dans son processus de développement territorial et touristique. Et cet accompagnement passe par un certain nombre de nouvelles méthodologies, d'innovations, d'outils qui donnent la part belle finalement aussi à l'ensemble des acteurs qu'on essaie de rassembler, de fédérer pour créer de vrais projets de territoire. Ce qui n'a pas forcément été le cas de tous les bureaux jusqu'à présent, en tout cas pas en Valais. Voilà en quelques mots. Alors, pour poser les bases de la réflexion et puis partir sur les mêmes bases, qui pilote aujourd'hui l'activité touristique du territoire valaisan? Alors, la base légale, dans le canton du Valais, c'est la loi sur le tourisme de 1996 qui reconnaît en fait l'existence de certains organismes. Alors, on est loin du millefeuille français, mais on va voir que c'est pas forcément plus simple, plus efficace dans les finalités ou dans les réalisations concrètes qu'on peut avoir après sur le terrain. Alors d'abord, l'association fêtière Valais Tourisme, puis Valais Valise Promotion, depuis janvier 2012, qui a pour mission en fait de s'occuper de la promotion du Valais sur les marchés et puis de la défense des intérêts via sa chambre valaisanne du tourisme, la défense des intérêts du tourisme. À travers également la mise en place d'un observatoire cantonal valaisan, le canton s'est doté finalement d'un outil d'observation de l'activité touristique de son territoire. C'est assez récent, donc on pourra revenir peut-être là-dessus, comparer à la région Rhône-Alpes par exemple, qui a un observatoire depuis bien plus longtemps, voir quels ont été les processus de mise en œuvre et à quoi ça sert finalement un observatoire. Ensuite, l'État, représenté par le service cantonal du développement économique, qui lui a en charge plutôt, je dirais, l'organisation stratégique avec la mise en place d'une politique cantonale du tourisme. Et puis, c'est surtout ce qui va nous intéresser aujourd'hui, les sociétés de développement ou Office du tourisme, les communes, et puis les régions ou organismes intercommunaux s'ils existent. Ils n'existent pas partout sur le territoire. Donc l'enjeu, je dirais, aujourd'hui est plutôt concentré sur l'organisation entre Office du tourisme et communes, qui fait quoi. La loi sur le tourisme aujourd'hui est assez, je dirais, large sur les fonctions de chacun, en attribuant aux sociétés de développement plutôt une mission d'accueil, d'information,
de base, je dirais, et puis en donnant aux communes le rôle de développer, en collaboration avec ces sociétés de développement, une politique touristique locale, donc définissant les stratégies plus globales du développement. Juste pour faire un petit parallèle du contexte français, je n'ai pas voulu reprendre toute l'organisation, vous connaissez mieux que moi. Par contre, j'ai voulu, puisqu'on parle aujourd'hui de l'échelon local, faire un focus sur, non pas le code du tourisme, mais quelque chose que je trouvais intéressant, ce classement des offices du tourisme en 3 catégories et avec un certain nombre de critères très très complets sur l'organisation et la tâche, la mission finalement de chacun de ces types d'offices du tourisme. Ça permet en tout cas, d'un point de vue extérieur, hein, il me semble que ça donne vraiment un cadre de travail à ces offices du tourisme, ce qu'on n'a pas forcément aujourd'hui dans le canton du Valais. Alors, quelques constats du côté valaisan. Une multitude d'acteurs finalement qui se retrouvent sur un même territoire ou à faire la promotion d'une destination touristique, des tâches et des objectifs qui ne sont pas définis clairement dans la loi sur le tourisme, parfois cumul des fonctions justement liées à ce flou des missions entre sociétés de développement et commissions touristiques communales ou communes ou intercommunalités. Un cumul des fonctions qui n'est pas toujours bénéfique à la performance opérationnelle du tourisme. Et puis aussi on remarque un certain manque de synergie, de communication entre les différents organismes existants, en tout cas à l'échelle locale. Donc, finalement, aujourd'hui, on a un fonctionnement assez libre ou flou. Alors, certaines organisations ou certaines grandes stations comme Zermatt en dégagent un atout puisqu'ils s'organisent et l'organisation est suffisamment professionnelle pour développer des offres et des produits touristiques performants. Par contre, pour les petites et moyennes stations, ce flou ou cette liberté, finalement, laisse penser qu'on a aujourd'hui un manque de professionnalisme de manière générale dans les structures locales. Et donc, on ouvre la porte à la restructuration fonctionnelle et professionnelle, oui, mais encore faut-il savoir comment se restructurer, avec quels moyens. Je crois que M. Fellet parlera tout à l'heure des nouveaux modes de financement, mais en tout cas c'est essentiel, comment structure et financement de ces structures. Donc, on verra aujourd'hui qu'il y a quand même des portes ouvertes, des nouveautés et une réflexion en fait qui force à développer des structures plus professionnelles qu'aujourd'hui. J'ai testé tout à l'heure, effectivement, j'avais préparé un schéma qui est complètement illisible. Donc, pour vous dresser une brève synthèse de ce schéma, elle visait juste à établir un certain nombre de scénarios possibles dans l'organisation structurelle des offices du tourisme ou des destinations. Et c'est issu d'une réflexion qui a lieu dans une des vallées du Valais, le Val d'Airain, qui aujourd'hui en fait réfléchit à sa restructuration et qui se demande comment passer d'une société de développement classique, avec des moyens classiques basés sur les taxes de séjour essentiellement, à un mode de fonctionnement plus professionnel, en intégrant notamment de nouvelles taxes et en essayant de développer un certain nombre de nouvelles missions au sein de la structure, notamment la promotion, le marketing également des remontées mécaniques et la stratégie globale de son territoire, ce qui n'est en tout cas pas le cas jusqu'à maintenant. Alors, ici, je commençais par introduire les nouvelles propositions, mais je laisserai le soin à M. Fellet de le faire, donc je passe sur cette slide. Simplement, en résumé, et pour introduire, aujourd'hui la réflexion évolue au sein du tourisme valaisan, et puis de nouvelles propositions viennent tout juste
de sortir pour justement donner en l'occurrence plus de poids aux communes et aux destinations et leur donner les moyens de se restructurer. En insistant peut-être sur la nécessité aujourd'hui pour les communes et les petites stations touristiques de se doter de conditions cadres claires, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément le cas. Il faut savoir que la loi sur le tourisme impose aux communes touristiques de se doter d'une politique touristique, et à ce jour en Valais, il doit y avoir, je pense on les compte sur les doigts d'une ou deux mains, le nombre, les stations qui ont pris en main cette politique touristique et qui se sont dotées de ces conditions cadres, pourtant nécessaires à l'organisation de leur tourisme. Deuxième point important, c'est l'accompagnement de ces structures vers la professionnalisation. Ça aussi, il me semble important de le mentionner, car ça doit faire partie des conditions cadres, ça doit faire partie d'un plan d'action qui doit être partagé entre l'Office du tourisme et la commune, et ça doit donner lieu finalement à une stratégie marketing locale ou intercommunale, si pour autant en fait qu'il y ait des synergies à créer entre différentes stations d'un territoire. Alors voilà. Merci. Ce que je vous propose, c'est s'il y a des questions de contenu, on peut les garder pour tout à l'heure. Ça fait une bonne transition avec le prochain intervenant, M. Luc Felet, qui a effectivement l'avantage non seulement d'être président, c'est-à-dire maire de la commune de Champéry, hein, qui fait partie du domaine du Pont du Soleil, mais qui aussi, depuis plusieurs années, est au front en tant que responsable du groupe de travail structure et hébergement au niveau du canton du Valais, et qui est aussi aujourd'hui administrateur délégué de la Chambre valaisanne du tourisme, donc cet organisme fêtier qui représente les intérêts du secteur touristique. Je vous cède tout de suite la parole, peut-être, si tu peux venir ici, parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on filme, peut-être ce sera plus simple. Il y a des gens qui regarderaient ça sur Internet. Désolé, j'ai pas vu tout de suite. Hein. On peut refaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Merci, bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, surtout que les relations avec la France, j'en ai pratiquement chaque jour, puisque Champéry fait partie du domaine du Pont du Soleil et que nous sommes liés non seulement physiquement en mécanique, mais aussi émotionnellement et avec le cœur dans ce grand domaine, qui n'est pas seulement un domaine skiable, mais aussi un territoire de vie, c'est quelque chose de différent. Lorsqu'on parle de gouvernance, c'est intéressant de savoir que la gouvernance, à quoi elle sert. Et pendant 2 ans et demi, avec un groupe de travail, nous avons essayé de trouver les règles du jeu d'une gouvernance qui pourrait plaire à tous, et ce qui n'est pas facile. Une gouvernance parce que le tourisme, c'est d'abord de l'émotion et des êtres humains, et après, c'est des finances et des structures. Donc, tant que les personnes ne parlent pas autour d'une table, malgré les structures, malgré les finances, ça ne fonctionne pas. Donc, comment essayer de mettre ensemble structure, financement, et surtout que les personnes se parlent et tâchent de trouver un dénominateur commun. Si vous prenez la carte du Valais, et seulement sur un seul problème pour vous dire, sur un seul domaine, les disparités qu'il y a entre le canton, on a tous des montagnes, des vaches, des alpages, des chalets, des restaurants d'alpage, des remontées mécaniques, mais dans la structure uniquement de l'hébergement, les Ports du Soleil, ce n'est pas Zermatt, et Zermatt n'est pas la région d'Aletsch. Donc chacun a un fonctionnement touristique différent, avec les acteurs du lieu. Donc de vouloir de haut en bas fixer un carcan de gouvernance imposé par l'État ne fonctionne pas. C'était une des premières choses, une des premières discussions, et une des premières conséquences qui a trouvé sa précipitation dans la loi sur le tourisme 2015, c'est que le tourisme fonctionne de bas en haut et non pas de haut en bas. Je vous donne un autre exemple. Champéry faisait partie jusqu'à l'année passée, jusqu'à fin 2011 exactement, d'un
une organisation d'une destination qui s'appelait Chablais Tourisme. Et cette destination avait été faite uniquement politiquement. Elle avait été décidée par les politiques. Ce n'est pas le produit, ce n'est pas les acteurs, ce n'est pas les émotions qui a fait la structure, c'est les politiciens. Et ils ont mis dans une même structure, et c'est là que viennent les problèmes. Il y avait de la montagne, il y avait de la plaine, et il y avait du lac. Et ces différentes stations ne sont jamais retrouvées autour de la destination artificielle et politique, parce que les intérêts économiques étaient différents. C'est-à-dire, ceux du lac, ils regardaient Riviera, Montreux, Évian. Ceux de la plaine, regardaient la plaine, Martigny, etc., etc. Et nous-mêmes, en montagne, on était liés au port du Soleil. Donc, on n'avait jamais de dénominateur commun. Donc, on se retrouvait autour d'une table, mais on n'avait pas émetteur et récepteur à la même longueur d'onde. Et ça, c'est intéressant. Donc, c'est une deuxième chose qui nous a démontré comme quoi le politique ne peut pas imposer des structures ou des formes de structures parce qu'elles doivent être portées par les acteurs, elles doivent fonctionner d'après un produit et après l'économie d'abord. Dans la nouvelle loi sur le tourisme, une première réflexion a été faite, c'était de définir une stratégie pour la destination. Et les trois cercles qui sont ici doivent travailler en chœur et être coordonnés. D'une part, c'est ce qu'on appelle les entreprises touristiques, tous ceux qui font du tourisme, les remontées mécaniques, aussi bien le boulanger, l'hôtelier, le restaurateur, sur une plateforme. Les résidents, ce sont les citoyens. J'ai la chance de diriger une commune qui est à la fois un seul village et une station, c'est très simple. On a entendu ce matin beaucoup de problèmes lorsque la station est en montagne et le gros de la commune se trouve en plaine, et d'avoir des relais non seulement routiers mais intellectuels entre les fonctionnements. Donc les résidents principaux, ce qu'on appelle chez nous, les citoyens qui payent leurs impôts, sont intéressants et il faut en tenir compte. Et puis les propriétaires de résidences secondaires, Madame le maire l'a dit aujourd'hui, j'ai le même problème, 6600 lits de résidences secondaires, on est obligé de les intégrer. Et la construction, l'immobilier n'est pas du tourisme. Il faut faire attention avec ça. Donc, de trouver une plateforme de cohésion entre les acteurs, d'intégrer les résidents et d'intégrer les résidences secondaires. Ça, c'est de la gouvernance, mais ce n'est pas si facile à le réaliser. On vient de parler de structure. Dans la nouvelle loi sur le tourisme, le Valais propose une structure simple. Lorsqu'on a débuté le travail, on nous a dit ne faites pas une fusée à tant d'étages, qu'elle n'arrivera même pas à décoller. Donc 2 étages, un étage cantonal, on en a parlé, avec la défense des intérêts, la Chambre valaisanne du tourisme, où sont représentés tous les acteurs touristiques du canton, aussi bien les remontées mécaniques, les campings, les bains thermaux, les restaurateurs, etc., etc. Donc défense des intérêts. La promotion qui a été centralisée au niveau du canton, donc Valais Promotion, avec encore une touche particulière, puisque j'ai un des membres du conseil d'administration qui est ici, M. Kounen, c'est une promotion intégrée et intersectorielle, puisqu'on y trouve aussi l'agriculture et la chambre d'industrie et de commerce, donc on essaie de faire de l'image et de la promotion de tout le canton sous le même dénominateur commun, et puis l'observatoire pour l'analyse. Ce niveau-là est payé par le canton. C'est le canton qui paye, ici ce sont les membres, et ça c'est le canton qui paye. Et on a évité les flux financiers de bas en haut et de haut en bas. Donc un étage payé par le canton et les membres, et l'autre étage du bas, la station, la commune, lui se finance par soi-même avec les taxes. Maintenant au point de vue organisationnel, c'était très très bien dit ce matin par M. Scherer, on a laissé la liberté de s'organiser comme l'on veut. Mais on favorise une organisation avec une société anonyme qui réunit les acteurs touristiques et la commune.
en sachant que le tourisme est une activité économique. Et je crois que la remarque la plus intéressante m'a dit M. Scherer ce matin, quand j'ai eu le même problème, c'est la commune n'a pas 51% du capital. Et il n'y a personne qui a 51% du capital. Et c'est de trouver la bonne répartition. En fait, la société de développement est avant tout défense des intérêts, parce qu'autrement, le propriétaire d'une résidence secondaire qui a membre de la société de développement a la même voie que l'hôtelier qui a 300 lits et qui gère une activité économique. On ne veut pas ça. Donc il y a la société de développement à défense des intérêts, mais l'animation, l'accueil, l'information, la promotion sont faits par des acteurs touristiques professionnels. Si possible, ils sont rassemblés en une société anonyme. Nous avons fait ce pas-là à Champéry depuis 3 ans, et je dois vous dire, c'est 3 ans de travail. La première chose, c'est de créer cette table ronde où tous les acteurs sont représentés autour de la table et fixent et se déterminent pour une stratégie. 1 année et demie de travail. 1 année et demie de travail. La commune crée la plateforme, mais ne la dirige pas. La société de développement peut diriger les débats et les acteurs apportent leur contribution et leur vision. Ce qui s'appelait chez nous à Champéry le Conseil du tourisme. C'est la grande assemblée des délégués que nous a présenté M. Scherer ce matin. De ce Conseil du tourisme est né un conseil d'administration à 5 personnes qui, lui, dirige Champéry Tourisme SA, qui est l'entité touristique. Avec les piliers que vous connaissez tous, l'accueil, la base de l'office de tourisme, la marque, la communication, promotion, vente, les événements, et qui sont très importants pour la visibilité. Donc, Champéry Tourisme SA est une société anonyme avec un directeur qui dépend d'un conseil d'administration, et le conseil d'administration dépend du conseil du tourisme. Qui sont présentés au conseil d'administration? Les remontées mécaniques, elles ont 25%. L'association des artisans, commerçants et restaurateurs. La société de développement, c'est les intérêts des particuliers. L'association des hôteliers, des hébergeurs et des résidences secondaires. Tout ça sont les partenaires de la société, du conseil d'administration, et la commune est aussi un partenaire, mais n'a que 20% dans ce conseil d'administration. Ce que nous avons essayé de trouver aussi, c'est de délester Champéry Tourisme de toutes les tâches administratives qui chargent l'office de tourisme et qui ne vont pas dans le tourisme. Donc, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est affaires juridiques, tout ce qui est informatique, tout ce qui sont les infrastructures et la logistique, c'est la commune qui reprend. Et Champéry Tourisme ne fait que du tourisme. Nous avons 2 sous-directeurs, un sous-directeur qui est une femme, sous-directrice, qui gère plutôt la plateforme Champéry-Rollen, les contacts sur place, et ensuite le directeur, qui est en fait le directeur du marketing, qui lui fait la visibilité, la promotion et la vente. Nous vivons ça depuis maintenant 1 année et demie. Ça demande encore quelques litres d'huile pour mettre dans les rouages. Mais c'est une manière de fonctionner qui permet d'avancer et surtout de mettre autour d'une table 3 à 4 fois par année les importants acteurs touristiques de la station. Quelles sont nos relations avec le domaine des Ports du Soleil? Le conseil d'administration délègue 2 personnes du conseil d'administration au conseil du tourisme des Ports du Soleil, et notre directeur fait partie du conseil de direction des Ports du Soleil pour les échanges de partenariat. Notre défi étant une station liée d'une manière internationale, nous devons avoir des relations aussi bien avec les Ports du Soleil qu'avec la Suisse, qu'avec notre élément promotionnel important qui est Valais-Valais Promotion dans le canton du Valais. Et si l'on série très bien les problèmes et si on définit qui fait quoi, cela fonctionne. C'est pas toujours facile parce que le budget est ce qu'il est et on ne peut pas le diviser en 3.
mais il faut faire des stratégies et faire des efforts principaux. Voilà un peu un modèle qui est actuellement en fonction en Valais dans 3 stations, Grechen, Nada et Champéry, qui ont la même manière de fonctionner. Zermatt a plus ou moins le même système, vous l'avez vu ce matin chez M. Scheurer, sauf qu'ils n'ont encore pas passé au stade d'une société anonyme. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc on voit effectivement que la situation a passablement évolué sur les 5 dernières années. Hein, beaucoup et notamment par rapport aussi à ce qui a été peut-être évoqué tout à l'heure par M. Boulogne sur le périmètre. C'est vrai que beaucoup de gens se sont dit en Valais que c'était assez intéressant de mettre le côté plaine avec la montagne en disant il y a des synergies, mais on voit que si effectivement une fois que le client est là, il peut tout à fait aller sortir du périmètre de la destination, c'est pas évident à faire collaborer des gens qui effectivement au départ ont des intérêts assez différents. Je vous propose maintenant de passer la parole à Christian Grange, qui est maire de Valloire, grande station qui a participé effectivement à l'Interreg, un petit peu pour donner quelques mots sur sa situation et peut-être de faire aussi un peu la comparaison avec la situation en Suisse. Merci. Merci et bonjour à tous. Valloire, petite station, hein, pas une grande station quand même, la taille des jets. M. Boulogne nous a fait peur avec la place de maire, mais c'est vrai que c'est une place qui occupe bien les esprits, c'est vrai qu'il y a du travail. Donc sur Valloire, on a essayé de travailler pendant ce mandat-là justement de cette gouvernance touristique. On est parti d'un office du tourisme en régie et on a essayé de voir comment on pouvait, avec une autre gouvernance, comment on pouvait faire évoluer cet office du tourisme de manière à bien sûr d'amener une efficacité au niveau de l'office du tourisme. Valloire n'avait pas de service commercial, donc on travaillait avec un office du tourisme qui était la promotion uniquement. On avait les montées mécaniques qui appartiennent à la commune, hein, avec une SEM qui vient d'être créée en 2007, et une SEM qui avait une partie commerciale dans son sein, et puis bien sûr tous les acteurs économiques, école de ski, commerce, hôtelier, et ainsi de suite. Donc on n'a pas copié, hein, mais on est pratiquement sur le même schéma que peut l'avoir fait Zermatt ou que peut l'avoir fait Champéry. On a exactement la même structure, si ce n'est la différence, hein, donc on retrouve à peu près tous les je ne vais pas refaire le schéma, on retrouve toutes les entités à divers étages, mais exactement dans la même configuration. La seule chose qui est différente par rapport à vous, c'est que la commune, donc on est peut-être un peu plus... la commune a plus de poids sur le fait que c'est la commune qui apporte pratiquement 90% du budget. Voilà. Donc c'est vrai que la commune a un peu plus de poids sur la structure qu'on a mis en place. On est passé sur une structure EPIC, un établissement public industriel et commercial que vous connaissez tous. Pourquoi ça? Parce que c'est le plus facile. S'il y a besoin d'apporter de l'argent, on a essayé d'évoquer une SEM, on a essayé d'évoquer une SA. Mais c'est vrai qu'au niveau loi française, on se contraint, quand c'est une SA ou une SEM, on a de la difficulté à venir aider, la collectivité a de la difficulté à venir aider cette structure. Donc on est passé sur un EPIC. Et là, aujourd'hui, donc les montées mécaniques, la réservation, une centrale de réservation, les acteurs, on retrouve tous les acteurs, hein, école de ski, guide, dans la structure. On a pareil, on a fait un comité technique qui travaille et qui se réunit tous les 15 jours. Hein, et un conseil d'administration au-dessus qui va se réunir 4 ou 5 fois par an. Dans le but donc d'essayer d'apporter un maximum d'efficacité sur Valloire Tourisme, hein, qu'on a appelé. Et bien entendu, c'est en construction, hein, c'est tout jeune, donc on a aussi un an de vécu, donc l'efficacité on la verra au bout de quelques années, j'espère. Au niveau local, ça c'est au niveau local, et puis après au niveau Valais, on a été mis en place une autre structure qui s'appelle Maurienne Tourisme, et qui regroupe toutes les communes de la vallée de la Maurienne, 56 communes, hein, du début au sommet de la vallée, avec autant des communes touristiques que des communes un peu moins touristiques, on va dire.
parce qu'en fait on s'aperçoit que surtout en période estivale, même le bas de vallée peut bénéficier du tourisme et en profiter largement. On a la chance d'avoir des grands cols cyclistes autour de toute la vallée de la Maurienne. Et en fait, on travaille énormément sur le slogan, le plus grand domaine cyclable du monde, sur la vallée de la Maurienne. Vous avez vraiment de grands cols qui sont bien sûr utilisés pour le Tour de France. Et donc il y a une structure de toutes les communes, de 56 communes qui s'est mise en place. Et pour bien sûr développer aussi bien l'été que l'hiver, sur un domaine vallée. Donc on retrouve à peu près le même schéma que vous avez mis en place. Alors bien sûr que c'est très compliqué, très dur, mais bon, Maurienne Tourisme a vraiment pris son élan maintenant. Ça fait déjà 4 ans que c'est mis en place. Et bon, c'est intéressant de travailler aussi dans ce système-là. Voilà. Merci beaucoup. On reviendra peut-être tout à l'heure. C'est vrai que ça semble assez similaire, mais le poids quand même de la commune, c'est intéressant de voir que c'est quand même assez différent dans la possibilité, dans le potentiel. Hein. Voilà, c'est surtout par rapport aux ressources. La commune est obligée d'être présente et c'est, je dirais, à la limite, c'est plus la commune qui est fédérateur de tous les acteurs. C'est la commune qui fait le lien, parce qu'en fait, dans un conseil municipal, on retrouve des commerçants, on retrouve des moniteurs de ski, on retrouve des hôteliers. Donc automatiquement, on a quand même les ressources vives de la commune. Donc c'est pas évident. Alors ce rôle-là, il est le même, mais il y a eu un grand débat de savoir si c'est la commune qui finance tout ou les taxes. Alors la perception des taxes est déléguée ou est faite par la commune, mais le but, les taxes doivent suivre et doivent être entièrement données au tourisme. Ça veut dire que dans le cas de Champéry, nous collectons les taxes et nous redonnons l'argent à Champéry Tourisme. Bien entendu, nous aussi, hein, la taxe de séjour, en fait, nous, on n'a que la taxe de séjour, pratiquement, hein, et on n'a pas d'autres taxes. Ça, surtout. Alors, il y a la taxe de promotion touristique qui est payée par les acteurs touristiques. On a un système en fonction de leur chiffre d'affaires, de leur nombre d'employés, etc., qui est quand même une participation importante. Et puis maintenant, on a encore d'autres taxes qu'on va essayer de mettre en place, une taxe sur les résidences secondaires, une taxe sur les transactions immobilières, ce qui fait que la caisse à outils avec ces 4 taxes permet, en fonction d'eux, de trouver le financement nécessaire. Pour la taxe sur les résidences secondaires, on a eu une enquête au niveau de l'État et c'est vrai que je l'ai demandé parce que c'est vrai que ça permettrait d'inciter les gens à louer. Donc je vois que vous avez devancé les... Parfait. On continue peut-être avec Daniel Cavalli, directeur d'office du tourisme du lac d'Annecy, qui eux aussi, depuis quelques années, réfléchissent beaucoup à ces questions de gouvernance. Oui, alors effectivement, je ne sais pas si je suis très heureux ce matin ou si on est un petit peu en avance, mais effectivement, on a de la chance, on peut le dire comme ça pour commencer, parce que nous, on a mis en place une double nouvelle gouvernance assez rapidement dans les 3 ou 4 dernières années. Alors, je vais commencer de notre ère du lac d'Annecy. On avait d'abord un office de tourisme de la ville d'Annecy, il y a quelques années. Après, on a eu un office de tourisme de la communauté d'agglomération d'Annecy. C'est 13 communes qui sont au nord du lac. Hein. Avec seulement 2 communes qui ont pied dans l'eau, c'est Annecy et Annecy-Vieux. Et tout le reste, c'est des communes vraiment urbaines. Et puis, on est arrivé en 2012 à créer l'office de tourisme du lac d'Annecy. Alors là, c'était une affaire plus complexe, puisque autour du lac d'Annecy, il y a 4 communautés de communes. Et si vous voulez, après les élections municipales, parce que chez nous, la politique mène le tourisme aussi, eh bien, les maires des communes du Tour du Lac et des 4 présidents de communautés de communes ont pensé qu'il fallait peut-être évoluer. Nous, les techniciens, on leur disait la destination, le concept de destination pour nos touristes, c'est pas Annecy ou Talloires ou Sevrier ou Saint-Joriot, c'est les noms de communes. C'est le lac d'Annecy. Quand on fait toutes les recherches possibles sur Internet, tout ça, et quand on rencontre nos clients dans le monde entier, ils viennent pour la destination, ils ne viennent pas pour telle ou telle commune ou communauté de communes. Alors les élus ont bien voulu entamer une réflexion pour créer
sur ce territoire un seul office de tourisme, sachant que chaque communauté de communes auparavant avait son propre office de tourisme. Celui de la communauté d'agglomération d'Annecy était évidemment le plus important, mais il y en avait quand même 3 autres autour du lac. Alors après de multiples réflexions qui ont duré, si j'ose dire, qu'1 an chez nous, avec un comité de pilotage rassemblant les élus des diverses communautés de communes et les directeurs, finalement 3 communautés de communes, heureusement donc, qui se tiennent, donc celle du Nord, la communauté d'Agglo, la Tournette et la rive gauche du lac d'Annecy, donc il faut une sorte de fer à cheval autour du lac, ont accepté de créer un seul office de tourisme, mais au-delà, une seule compétence touristique. Parce que le fait démarquant, c'est que chaque communauté de communes a délégué à l'office de tourisme du lac d'Annecy toute sa compétence touristique. Il n'y a plus de service touriste dans les communes, il n'y a plus de maire adjoint chargé du tourisme, c'est l'office de tourisme qui gère la totalité du tourisme du lac, avec une exception, c'est que la 4e communauté de communes, celle du sud du lac, qui s'appelle le Pays de Faverges, a dit « Oh ben non, nous on a un peu un territoire différent, on ne fait pas le même tourisme international que le lac d'Annecy, donc pour le moment, on reste indépendant, sachant que les élections municipales arrivent au mois de mars 2014, et je pense que petit à petit, il fallait peut-être un peu plus, voilà. Donc on a déjà fait cet office de tourisme. Alors c'est assez original, puisque la loi française ne permet que depuis 2006 ou 2007 aux communautés de communes de ne faire qu'un seul office de tourisme. Et en plus sur un territoire assez touristique, enfin reconnu comme tel, puisqu'on a quand même plus de 3 millions de visiteurs par an, donc que des offices de tourisme se fondent en une seule structure, c'était original. Et il y a une deuxième originalité. Alors, ce qui n'est pas original, c'est qu'on a créé aussi un établissement public industriel et commercial qui dégage les élus de grosses responsabilités juridiques, qui les protège, parce que les fonds manipulés sont aussi assez importants. Mais ce qui est très original, c'est que nous avons fait une infraction à la loi. Les élus ont pris le risque de ne pas créer ce qui est prévu par le Code du tourisme français, c'est-à-dire de ne pas créer un syndicat mixte pour chapeauter l'office de tourisme. Si vous voulez, quand plusieurs communautés de communes en France travaillent ensemble, elles doivent le faire à travers une structure intermédiaire qui est un syndicat mixte. Donc le Code du tourisme prévoit ce syndicat mixte, mais les élus ont dit, puisque la loi française en cours d'élaboration prévoit pratiquement l'annulation des syndicats à vocation unique, on ne voit pas pourquoi nous on créerait en 2012, alors qu'en 2014-2015 les syndicats à vocation unique n'existeront plus, pourquoi on créerait ce syndicat mixte qui n'aurait qu'une fonction, c'est d'aller voter un budget, le redonner à l'office de tourisme et puis d'aller chercher les participations des 3 communautés de communes. Donc ils ont décidé qu'il n'y avait pas de syndicat mixte, donc ils ont décidé quelque chose de très courageux. Ils ont dit les élus des communautés de communes siégeront directement au comité de direction de l'office de tourisme, et comme ça il n'y a plus, alors là par rapport à la simplification on est allé au bout du bout, il n'y a plus qu'une seule structure autour du lac d'Annecy qui s'occupe du tourisme, c'est l'office de tourisme du lac d'Annecy. Les communes n'interviennent plus du tout, et les communautés de communes n'interviennent que pour information réciproque et prise en compte de nos besoins de financement. Parce que comme à Balloire, ce ne sont pas les taxes, etc., même si nous touchons intégralement la taxe de séjour, ce ne sont pas les taxes qui remplissent les caisses d'un office de tourisme français, c'est les subventions des collectivités publiques. Pour nous, on a à peu près 70% de subventions publiques et 30% de participation, sachant que dans les 70% de collectivités publiques, il y a la taxe de séjour qui revient. Donc, grosso modo, on a 50% de taxes et 50% de subventions. Taxes et recettes propres, bien entendu. Donc ça, c'est le premier cercle, voilà, et ça a dû être assez original, parce que depuis qu'on a créé cette affaire, on est sollicité de toute la France pour dire mais comment vous avez fait, le préfet, parce que le préfet il contrôle la légalité des actes des établissements publics, et on est allé expliquer au préfet qu'il fallait innover un petit peu, et que les élus savaient bien ce qu'ils faisaient. Et il y a aussi une astuce juridique, c'est qu'il est prévu dans les textes français qu'un établissement public industriel et commercial a des statuts libres, à part le fait qu'il doit passer par la comptabilité publique, qui doit avoir un directeur public, pour ainsi dire. En fait, les statuts étant libres,
les élus ont dit, bah, nous on rédige des statuts libres, le code du tourisme prévoit qu'ils sont libres, même si le code du tourisme prévoit qu'il y a un syndicat mixte, à la mesure où les statuts, c'est un peu le diable qui se mord la queue si vous voulez, mais dans les statuts ils ont dit non, les élus seront représentés dans le comité de direction. Ça a fonctionné, et le contrôle de légalité a finalement accepté cette forme d'organisation, qui d'ailleurs s'est répandue comme une traînée de poudre en France, et il y a plusieurs grosses structures touristiques qui maintenant viennent de se créer sur ce modèle. Alors, la deuxième entité innovante qu'on a créée, c'est avec nos collègues des montagnes. On parlait tout à l'heure, tu parlais de l'aval et de l'amont. Nous, on a essayé avec les montagnes des Arabies, les stations de la Clusaz, du Grand Bornand. Pour ceux qui ne se situeraient pas bien, il faut 30 minutes de route tranquillement pour aller des bords du lac jusqu'à la communauté commune des vallées de Thônes, qui commence à un bourg au pied des montagnes qui s'appelle Thônes, et puis qui comporte notamment plusieurs stations de ski, dont la Clusaz, le Grand Bornand. Donc, dans le cadre d'un contrat avec la région Rhône-Alpes en 2006, nous avons été incités, à juste titre d'ailleurs, à travailler ensemble avec nos collègues des stations. Moi je dis toujours l'anecdote, c'est que je rencontrais mes collègues directeurs de stations qui sont à 30 minutes, autrefois, plus à Berlin, Saint-Pétersbourg ou je sais pas quoi, Stockholm lors des salons. Je dis toujours ça, mais c'est la pure réalité, hein. Alors qu'on était à 30 minutes de voiture, on se disait bonjour là-bas à Stockholm, mais on ne se disait pas bonjour dans le quotidien, proximité. Donc, dans le cadre de ce contrat, il y a une réflexion qui a été entamée pour savoir si on ne pouvait pas travailler justement lac et montagne ensemble, si on n'avait pas des intérêts communs, réciproques, et bien pensés, pour ainsi dire. Ce que vous avez évoqué, il faut que les intérêts soient partagés avant de faire quoi que ce soit. Si c'était une décision unilatérale, des politiques ne sauraient pas marcher. Alors finalement, on a discuté avec les uns avec les autres, et on est arrivé à se dire que sur une grande partie de notre activité, on pouvait avoir un intérêt commun, et du coup, on a synthétisé dans un premier temps cet intérêt commun dans une seule phrase que je vais me permettre de vous lire. C'est notre credo, comme à la messe. C'est vraiment la phrase qu'on affiche pratiquement à toutes les réunions avec les stations. Le lac d'Annecy et le massif des Arabies, territoire naturel d'exception unique en Europe. Unique en Europe, c'est parce que le lac d'Annecy a eu le prix européen de la protection de la nature. Permet de pratiquer et d'alterner en toute saison activités sportives, culturelles et touristiques grâce à la proximité et la variété de ces sites. Donc on est parti sur une définition courte de nos ambitions, et c'est là-dessus qu'on travaille depuis 2006, et il faut bien le dire, avec des succès promotionnels et commerciaux très très importants, parce que le concept lac et montagne a bien séduit notamment à l'international, sur les pays émergents, parce qu'on offre, par rapport à l'image que les étrangers ont de la France, on offre une petite image assez complète des Alpes, des lacs, un lac et des montagnes. En plus, on le complète avec le toute saison, il y a de l'activité estivale lacustre, plus de l'activité hivernale, ce qui commercialement est très pratique, parce que quand on envoie quelqu'un chercher des clients, on n'envoie qu'une personne pour une entité comme ça, plutôt que d'en envoyer deux qui auraient tendance éventuellement à se tirer la bourre. Donc de ce côté-là, ça fonctionne très bien. Et à tel point que jusqu'à présent, quand je vous ai lu la phrase, c'est écrit le lac d'Annecy, massif des Arabies. Parce qu'il y a 6 ans, les élus et les habitants, je reviens aussi aux habitants, les Arabies, les professionnels, des stations, la chaîne des Arabies, ne voulaient pas entendre parler d'autre chose que du mot Arabie pour définir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient en tête les 3 vallées, les portes du soleil, etc. etc. Dès 2003, on avait déjà une étude en main qui disait aux stations vous devriez vous appeler les montagnes du lac d'Annecy. Parce que la notoriété internationale est assez forte pour Annecy. Par contre, eux, nous, on avait déjà 35% de visiteurs étrangers, on est à 45% maintenant. Ils n'ont que 10% de visiteurs étrangers. Pourtant, ce sont des stations assez conséquentes. Et 10%, c'est le plus faible taux de visiteurs étrangers de toutes les stations françaises. En plus, ils ne sont pas loin de la Suisse, et de Genève notamment. Mais malgré tout, ils n'avaient même pas 10% de touristes étrangers, ce qui constituait économiquement un risque majeur pour ces stations, bien évidemment.
Donc ils avaient une étude qui disait qu'il faudrait vous appeler les montagnes de lac d'Annecy pour accroître votre notoriété et marcher économiquement avec le lac d'Annecy. À l'époque, il n'était pas mûr. On revient au problème humain et au problème d'appropriation aussi des concepts sur le plan culturel. Ça, il ne faut pas... Moi, de mon expérience, je dis qu'on ne peut pas les négliger du tout. Et ça revient aussi à la formation des élus. Hein, on peut en parler aussi, et des professionnels. Déjà, c'est difficile en milieu professionnel. Du côté des élus, c'est extrêmement difficile aussi. Tu vois, là, tu hoches la tête, je pense que tu es d'accord. Enfin, j'en déduis que tu es d'accord. Donc, et finalement, vous voyez, l'appropriation du concept plus la réussite économique du projet fait que le 3 août passé, le 2 août passé, lors d'une grande réunion, tous les élus de toutes les communautés de communes ont décidé de créer une marque unique qui s'appelle Annecy Lac et Montagne. Donc ça veut dire que les élus des montagnes ont accepté, ce qui est quand même pas évident, hein, d'un peu perdre leur nom historique, etc., au profit d'une seule marque que nous déployons en France et à l'international. Donc voilà l'évolution que je voulais vous... Alors après, derrière, il y a toujours des problèmes de financement, etc., mais une fois qu'on arrive à déployer un concept et surtout qu'il y a une sorte de consensus fort autour du concept, après le reste, ça va assez bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. On termine avec M. Laurent Oléon, qui est gérant d'Altisens. Donc on a commencé avec un bureau d'études, on termine aussi avec un bureau d'études qui a aussi une vision sur les différents territoires. Je passe tout la parole. Voilà, merci. Voilà, effectivement, j'ai créé le bureau d'études Altisens, qui est une agence de conseil d'optimisation, de développement touristique, des destinations touristiques, qui est spécialisée dans aussi l'organisation de ces acteurs. J'ai à mon actif la réorganisation d'un certain nombre de destinations. Souvent, je prends l'exemple de la Haute-Maurienne vanoise, qui était un territoire assez complexe et difficile, et on a réussi à faire émerger un office de tourisme intercommunal sur des destinations qui étaient à forte identité et des dimensions complètement différentes. J'ai aussi une casquette d'élu, parce que je suis élu municipal adjoint, donc j'ai aussi cette vision, derrière de vocation, de compréhension finalement des problèmes de tout qu'on a parlé tout à l'heure, sur les problèmes politiques, etc. Et puis j'assure depuis quelques temps l'intérim de la direction de la zone touriste du Pays d'Albertville. Donc voilà, 3 casquettes aujourd'hui sur le bureau d'études de l'élu et l'office du tourisme. Moi simplement je voulais intervenir sur 4 points principaux très rapidement. Le premier point c'était alors moi c'est bureau d'études, donc plutôt réflexion très en amont dans les nouvelles perspectives d'organisation des destinations touristiques. C'était comment sortir progressivement des modèles verticaux à des modèles un peu plus horizontaux. Et à partir de ce moment-là, comment en fait on redéfinit le rôle de chacun, qui est le rôle du technicien, le rôle de l'élu, le rôle de l'habitant. Vous l'avez largement mentionné à travers les exemples suisses ou français. Ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est, on a entendu parler, et j'en avais parlé d'ailleurs dans la mission auquel j'ai participé sur la Haute-Maurienne vanoise, d'une coopérative touristique. Cette idée d'une coopérative, c'est que c'est un peu à la mode aujourd'hui dans les restructurations industrielles, de dire la coopérative est un modèle qui peut éventuellement marcher en fonction de différents paramètres. Est-ce qu'une destination touristique est adaptée à l'émergence de ce type de modèle de la coopérative, qui est un modèle finalement qui est beaucoup plus horizontal que vertical. Un autre point sur la marque, on en a parlé ce matin, la stratégie de marque, c'est-à-dire comment la marque et sa stratégie jouent un peu un rôle de facilitateur dans les nouvelles organisations des destinations touristiques, avec des marques puissantes, des marques un peu moins puissantes, avec le rôle moteur qu'elle doit avoir justement dans ces réorganisations. On a parlé par exemple de Val Excellence, on peut parler aussi non moindre de dimension de Savoir Moment Tourisme, qui s'est réuni, s'est réorganisé 2 départements à l'échelle de Savoir Moment Tourisme. Et puis, un dernier point, qui est une question plus ouverte, c'est est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer des modèles industriels dans l'émergence de nouvelles gouvernances? Je ne sais pas si vous traînez un petit peu sur différents forums, des blogs de personnes, d'universitaires notamment, qui réfléchissent sur les nouveaux modèles industriels. Je me suis interrogé de savoir si on ne pouvait pas, là toujours dans cette optique d'avoir un modèle un peu plus horizontal que vertical, sur finalement, est-ce qu'on peut emprunter des modèles industriels. Quand on parle de marketing au tourisme, on fait souvent le parallèle avec, par exemple, le marketing automobile, pour faciliter, pour avoir une pédagogie un peu plus soutenue sur
comprendre un positionnement, par exemple, comprendre une marque, on prend souvent, voilà, on peut prendre Dacia, on peut prendre Mercedes pour voir un peu les différences de gamme de positionnement. Est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin et prendre des exemples de gouvernance? Là, je reparle aussi un petit peu de la coopérative touristique, mais il y a aussi d'autres modèles où on voit que finalement, on a ce qui est en commun avec l'actuel et ce qui pourrait émerger de ces modèles-là, c'est qu'on a toujours un leader, et là il en faut un, alors qu'il n'est pas forcément un élu, comme on peut le connaître en France où c'est souvent le politique et l'élu, mais on se dirige de plus en plus vers vraiment des groupes d'acteurs qui pourraient jouer un rôle finalement de décision, allons-y, jusqu'à la décision, c'est pas uniquement de la consultation, c'est la décision dans un esprit que j'emprunterai à un maire que j'ai accompagné il n'y a pas longtemps dans un établissement touristique qui disait ok, on va faire la concertation d'animation, mais ça va être dans un esprit de démocratie participative sélective. C'est un peu compliqué à comprendre, mais en gros, c'est pas se faire plaisir à faire un certain nombre de réunions, mais on va finalement faire une sélection entre guillemets de responsables de filière, de techniciens, d'habitants, etc. Et on va les réunir autour de la table pour justement parler du devenir touristique des destinations. Mais là où ce que j'apprécie, c'est que tout ce que j'ai entendu ce matin, que ce soit le entrepreneur ou ce qui a été exposé ici, se dirige finalement vers tout doucement vers ces nouveaux modèles, notamment ce que vous avez exprimé, monsieur, sur la structuration. Donc voilà, il y a des concrétisations, c'est pas que de la théorie finalement, mais c'est la concrétisation sur un certain nombre de territoires. Merci beaucoup. Est-ce qu'ils suivent? Ils suivent parce que justement, on a décidé que c'était comme ça, maintenant ça a changé et je fais avec. Comment ils ont été embarqués en bateau? Tout aussi simplement, puisque dans un établissement public, les statuts étant libres, comme on l'a dit, il n'y a qu'une condition, c'est que les élus politiques aient une voix de plus que les autres. Ça, c'est le statut d'établissement public. Toutes les autres positions que celles des élus, qui représentent donc les communautés de communes en ce qui concerne l'IDENSI, eh bien, toutes les autres positions sont tenues par les différentes professions du tourisme, quel qu'il soit, assez largement. Et du coup, l'office de tourisme est le seul endroit où l'interprofession, parce que c'est là qu'on revient bien sur ces concepts-là, l'interprofession du tourisme échange et se retrouve en dehors des syndicats professionnels sectoriels, bien entendu. Donc c'est vraiment un lieu d'échange et où les représentants des meublés, ils écoutent ce que disent les hôtels et ce que les sportifs disent des hôtels, où toutes les professions sont représentées. Et ma foi, c'est devenu l'endroit d'où les gens, c'est là c'est intéressant, d'où les gens attendent des décisions concernant le développement touristique. Et de ce fait, ça se passe assez bien. Mais dans le processus pour aboutir à ce type de gouvernance actuelle, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, ils ont une place qui est là, mais est-ce qu'on leur a posé la question? Est-ce qu'on a préparé cette nouvelle organigramme, cette gouvernance avec eux? Bien sûr, la création d'un établissement public par une collectivité de tutelle fait l'objet d'un processus de négociation, il faut le dire comme ça, avec l'ensemble des forces professionnelles. Enfin, vous êtes passé aussi par là, monsieur le maire. Donc, et on va consulter ensemble ou par petits groupes en disant ce qui les intéresse, c'est d'avoir des voix au chapitre, des professionnels. Alors, évidemment, si les hôtels qui ont beaucoup d'emplois et beaucoup d'investissements, ils disent nous, il faudrait qu'on ait un petit peu plus de voix au chapitre que les résidences secondaires, par exemple, qui contribuent peu finalement à l'activité. Donc, tout ça a fait l'objet des discussions. Sachant qu'au final, en ce qui concerne l'office du lac d'Annecy, la grosse structure actuelle, sur à peu près en 2 ans, 15 comités de direction, parce qu'on en a fait beaucoup au début pour caler les petites choses et tout ça, il n'y a eu aucun vote avec une voix contre sur il y a 27 membres dans le comité de direction, 37 membres, pardon, dans le comité de direction. Il n'y a eu aucun vote, quel qu'il soit, sur le budget, sur les actions, sur tout ça, et toute activité confondue, aucun vote contre. Et 2 fois, c'était un grand événement, 2 fois une abstention. Une seule sur un projet. Alors c'est pour faire rigoler un peu au passage, la dernière voix qui s'est abstenue, c'est parce que c'était qu'on avait, nous, la direction, on avait proposé que les autocollants soient payants au bureau d'accueil à 10 centimes.
Et il y a une personne qui a dit non, les autocollants, il ne faut pas qu'ils soient payants à 10 centimes. Alors je m'abstiens, je ne suis pas d'accord, mais je m'abstiens. Et puis l'autre fois, c'était pour une chicaya comme ça aussi. Donc vous voyez, si vous voulez, ce lieu de réflexion fait que du débat. Et c'est pas, alors oui, je le précise pour nos amis suisses, c'est pas parce que les élus ont la majorité des voix, je vais vous dire une chose toute simple, c'est parce qu'ils viennent pas siéger la plupart du temps. Ils viennent pas siéger. Ils viennent, mais pas aussi nombreux qu'ils ont de sièges, les élus politiques. Ils font confiance aux professionnels, et ils viennent en petit nombre. Les élus devraient être donc 18 présents, et à chaque fois, il y en a 7, 8, 9. Donc ils pourraient avoir le risque de se faire mettre en minorité au niveau des votes, parce que le comité de direction, il est là pour prendre des délibérations qui sont comme un conseil municipal, déposées en préfecture, etc. Ben, les élus, ils font confiance à la dynamique, aux professionnels qui, eux, par contre, viennent vraiment régulièrement en réunion, y compris décisives, et finalement, il y a cette espèce de discussion qui fait qu'il y a des consensus assez forts qui se sont établis. Mais, souvent, enfin, moi je dis aussi une chose, parce que quand des collègues de toute la France appellent, ils disent, dis donc, vous êtes bien débrouillés, je dis une chose, il y a une sorte d'alchimie qui existe. Hein, on parlait d'humain, etc., et j'ai bien apprécié, une alchimie. Il a fallu qu'il y ait des élections municipales il y a 6 ans. Donc un certain nombre autour du lac d'élus nouveaux qui se disent « Allez, on va essayer de travailler ensemble ». Après, il a fallu que les techniciens du Tour du Lac, les directeurs, on soit assez d'accord dans ces discussions pour aller vers ce modèle d'organisation, j'entends. Et ça, c'est une alchimie. Puis il faut des professionnels en face qui disent « Ben oui, on est finalement d'accord avec les élus sur l'évolution qu'on discute. Mais ça, c'est pas donné à tout moment et à tout territoire. Parce que quand je discute avec beaucoup de collègues, ils disent « Ouais, moi, avec les élus, c'est impossible que j'y arrive. » Bah oui, il faut changer les élus pour faire une autre politique. Excusez-moi, monsieur le maire. Mais il faut une première solution. Changer. Non, mais à des moments, il y a des situations de blocage qui sont très politiques en France. Très politiques. Ça passe par la démocratie. Ah non, un mélange. Il faut un consensus de tous les acteurs, des élus bien entendu, en premier lieu, et bien entendu, après, c'est tous les acteurs. Hein, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Je vois pour Valois, ça n'a pas été facile. Les remontées mécaniques qui avaient leur fonctionnement, qui leur allait très bien, mais qui n'allaient pas forcément à une stratégie efficace de la promotion et de la commercialisation de la station. Donc il a fallu travailler, et on a mis 4 ans pour arriver à mettre tout le monde autour de la table, non sans mal, et pour essayer d'avoir une structure qui soit efficace. Après, c'est ce que les hommes vont en faire de cette structure, et comment ça va avancer, et ça on est toujours au même point, c'est l'humain. Et il faut que l'humain soit dynamique. Donc c'est les élus comme les sociopos. En main privée. Et eux, il a fallu les tranquilliser parce qu'ils avaient peur qu'en déléguant le marketing et la gestion promotionnelle de la station, non plus, ils n'étaient plus responsables, ils donnaient un mandat qu'ils ne pourraient plus être dirigés. Et il y a eu ce flou et cette zone grise qui n'avaient plus les rênes de leur destinée. Et comme la commune n'est pas du tout actionnaire majoritaire, à très peu d'actions à la Montigny Mécanique, qui est la plus grande société, au nombre d'employés de la commune. Donc on jouait un jeu, on ne peut pas se permettre qu'ils se cassent la figure, mais ils doivent rentrer dans la structure et ils doivent nous faire confiance. Et ce problème-là était très important. Après 2 ans, ils sont même revenus plus loin, ils ont été tellement contents, parce qu'il faut bien dire que s'ils doivent avoir leur propre chaîne marketing, le directeur aime mieux s'occuper des problèmes techniques, des poulies et du fonctionnement technique de Montigny-Mécanique que de courir le monde, aller vendre des forfaits. Et ils ont vu que leur directeur était beaucoup plus performant maintenant parce qu'il s'occupait de son personnel et de son boulot, et le marketing était fait professionnellement, et il n'y avait pas comme avant un employé des hôteliers, un employé de l'office de tourisme, un employé de la Montigny-Mécanique qui allait voyager le monde pour vendre un produit qui était en fait le même. Et c'est là le grand problème que l'on a eu dans notre gestion. Alors, nous on avait la chance que, nous, la société de remontée mécanique, c'est une SEM avec majorité communale, mais malgré tout, ça n'a pas été facile non plus, même si je suis président de la société de remontée mécanique, de la SEM. Malgré tout, ça n'a pas été facile parce que bon, on demandait quand même une contribution aussi financière.
Et là, l'équipe de direction de la montée mécanique a quand même tiré le frein à main fortement. Il a fallu quand même aussi encore voilà, que le conseil d'administration suive le président de la scène. Voilà, je change de casquette. Mais c'est pas facile parce que dès qu'on veut changer les habitudes de personnes, de directeurs par exemple, c'est très compliqué. Voilà. Une question. J'ai une question. Sophie Pinet-Tanguitou, moi je suis référente en tourisme au Conseil général de la Haute-Savoie. Donc la question elle est plus pour M. Cavalli et puis aussi pour Valois. Moi j'ai une réflexion par rapport à ce que vous avez dit en me disant qu'ils vous ont tout délégué. Il n'y a plus de service tourisme en fait dans les collectivités. Mais moi c'est plus sur une question sur l'aménagement. Ils gardent quand même, les communes, les collectivités gardent quand même la main sur tout ce qui est aménagement et développement. Oui, bien sûr, l'aménagement. Vous savez qu'un EPIC tourisme en France, il a beaucoup de droits. Quand un aménagement touristique se fait sur un terrain public, l'établissement public tourisme, donc l'office de tourisme, est sollicité pour avis obligatoirement. Donc nous donnons, alors c'est là où on intervient avec les communes, soit quand une commune veut construire un terrain de tennis ou donner une autorisation pour un camping sur un terrain public, on est bien d'accord, hein, c'est une opération, même si l'opération est ensuite privée, mais dans ce cas-là, dès que l'espace est public, l'office de tourisme est amené à donner son avis, ce qui permet aussi à accompagner les communes dans leurs investissements, dans leurs orientations, et surtout d'essayer de coordonner sur notre espace la structuration de l'offre touristique, notamment en matière d'aménagement. Si on voit qu'une commune veut faire 10 terrains de tennis, je dis n'importe quoi, mais 10 terrains de tennis, alors qu'à 200 mètres sur la commune d'à côté, il y a 10 terrains de tennis, on va non seulement donner un avis défavorable en leur disant, mais surtout on va l'expliquer. Et ça permet d'apporter à la stratégie, mais ça, voilà, ça se fait en accompagnement. Et vous êtes qu'au niveau de l'avis, c'est-à-dire que oui, c'est la loi qui prévoit. L'ingénierie, tout ça, c'est voilà. pas... Non, la loi prévoit que l'office donne un avis. La commune ou la communauté de communes, elles peuvent le suivre ou pas. Oui. Mais par contre, cet avis doit figurer après à l'autorisation de construire, etc. etc. Donc, si jamais il y a commissaire enquêteur, par cause des rives du lac, par exemple, loi littorale, etc., l'avis de l'office de tourisme, qui est un avis officiel, sera pris en compte par le commissaire enquêteur. Et si la commune oublie de demander ou d'interposer... Ah, mais c'est une erreur. Non, mais Le dossier n'est pas complet. Mais ils le savent parce qu'on travaille. Alors, on n'a pas de service touriste dans les petites communes, mais on a des correspondants. Oui, il y a des correspondants. Donc, pour les deux communautés de communes bord du lac, c'est le secrétaire général, directeur général des services de la petite commune. Et pour la communauté d'agglomération d'Annecy, c'est la direction de l'économie. Voilà. Et quand c'est un projet communal? C'est pareil. Dès que c'est sur le territoire, sur un espace public, l'EPIC est sollicité pour avis. Mais vous n'êtes pas du tout maître d'ouvrage en termes de développement. Non, nous on n'est pas du tout maître d'ouvrage. On accompagne des maîtres d'ouvrage, par exemple. On accompagne, par exemple, à ce moment, vous savez, parce que vous êtes en général, il y a l'UCPA qui arrête ses activités à Saint-Joriot. Donc nous, on fait de l'audit d'accompagnement stratégique pour la commune de Saint-Joriot pour voir, dans le cadre d'une stratégie cohérente, que faire de cet espace magnifique au bord de l'eau. On est sollicité pour avis complémentaire, je dirais. Pas seulement l'avis officiel, mais l'avis complémentaire. Dominique Tréziac, l'Université de Savoie. Je voulais aussi vous demander une précision, M. Cavalli, par rapport à cette marque unique Annecy-Lac-et-Montagne. Ceci dit, là, vous n'êtes pas les seuls à le gérer. Ou alors j'ai mal compris. Les Aravis restent autonomes en termes d'office du tourisme. Et du coup, je me demandais comment vous gériez, aussi peut-être financièrement, qui gère, comment ça se passe, est-ce qu'il y a une autre instance, parce qu'on retrouve aussi ces niveaux, peut-être des choses qu'on a entendues avec la présentation de M. Felet, sur des niveaux un petit peu différents au niveau de la promotion, pour autant rassemblés sous une marque unique. Donc je m'interrogeais sur la structure qui, pour la gestion de la marque. Voilà. Alors, il y a eu deux étapes. Dans un premier temps, comme j'ai dit tout à l'heure, l'apparition de cette marque, enfin qui s'appelait pas encore Annecy-Lac-et-Montagne, mais Lac d'Annecy, les Aravis au début, était dans le cadre du contrat de développement Rhône-Alpes, puisque la région Rhône-Alpes avait financé l'émergence de ce travail collectif à 50% sur un budget d'1 million d'euros pendant 5 ans. En fait, là, on s'était partagé entre les différents offices de tourisme et les communautés de communes les maîtrises d'ouvrage sur telle ou telle action. Donc là, puisque dans les contrats de développement, il fallait un maître d'ouvrage pour chaque sorte d'action. Donc là, on s'était partagé le travail.
Là, pour le moment, il va y avoir un nouveau contrat qui s'appelle le contrat de développement durable Rhône-Alpes, mais il n'a pas encore commencé. Alors, c'est un peu une période intermédiaire. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on a fait là récemment? On a demandé aux communautés de communes tout simplement de faire une petite contribution à leurs offices de tourisme complémentaires, hein, séparés, avec un compte analytique. Et puis, c'est sur ces budgets que nous allons faire les actions de promotion, notamment Annecy, Lac et Montagne. Donc, on ne fait volontairement pas de structure complémentaire particulière. Pourquoi? Parce que le contexte a déjà été évoqué, d'autant plus que la loi française évolue dans l'année qui vient, là, et que les stations vont avoir déjà assez de problèmes avec ça pour gérer la compétence tourisme au niveau de leur communauté de communes. Vous imaginez, pour ceux qui connaissent un peu les contextes, on va demander à Alexis, qui est là aujourd'hui, le directeur de l'office de la Clusa, il est dans une autre salle, il faudra lui demander. Vous imaginez les ambiances entre vallées, dans ce coin-là en particulier, quand il va falloir qu'ils aient une seule compétence tourisme, puisqu'ils ont une seule communauté de communes, et la loi va préciser que c'est les communautés de communes qui ont seules la compétence tourisme. Donc nous, on a largement anticipé, puisqu'on est dépassé la communauté de communes, mais nous, on est déjà en inter-communauté de communes, mais eux, ils ne sont pas encore à la communauté de communes, comme beaucoup de villes en France, hein, au niveau de la compétence tourisme. Donc eux, ils vont déjà avoir cette grande difficulté à gérer. Il faudrait demander cet après-midi à Jacques Douchet, qui est vice-président de la communauté de communes des Vallées de Thône, en charge du tourisme, comment, s'il est réélu, donc, comment il va s'y prendre pour arriver à faire travailler ces stations qui ont des rivalités ancestrales, qui sont à 3 km l'une de l'autre, comment il va arriver à créer une entité touristique, parce que, attention, compétence tourisme en France, c'est très très important. La communauté de communes des Vallées de Thône, la loi prévoit, le texte de loi qui va être voté, prévoit notamment à travers la création d'un office de tourisme unique. Attention, c'est pas juste du blabla, la compétence tourisme, mais non. Donc, pour ce qui est de l'accueil et de la promotion touristique au moins, ils vont devoir faire, et derrière, comme vous le savez, en France, il faut des offices de tourisme classés, madame l'a évoqué, et pour être station classée, il faut que l'office de tourisme soit en première catégorie, donc les plus hauts. Donc, de gros offices de tourisme, ils vont devoir en faire encore un plus gros pour arriver à maintenir le classement de leur commune en station de tourisme, garder des dotations, garder des indemnités de fonctionnaires, etc., etc. Donc, ils ont déjà une telle montagne devant eux pour les années qui viennent, que nous, on a décidé justement de créer une marque en souplesse, de travailler cette marque en souplesse, en faisant des réunions. Donc il y a deux sortes de réunions pour quand même qu'ils identifient une sorte de structure. Il y a des réunions plénières avec les présidents de communautés de communes, les présidents d'offices de tourisme et tous les directeurs d'offices de tourisme. Ça, c'est la réunion plénière qui se fait 2 fois par an. Hein. Et d'autre part, les directeurs constituent, par délégation des présidents de communautés de communes et de leurs présidents d'office, le comité technique de suivi. Et nous, on se réunit à peu près tous les mois pour suivre ce projet de marque Lac et Montagne. J'aimerais demander à nos amis français si je vois les systèmes que nous sommes en train d'implémenter maintenant chez nous, le rôle des communes. Et ce matin, on a parlé aussi d'optimisation du fonctionnement du tourisme. Donc on doit le faire aussi avec les communes et pas uniquement avec les acteurs touristiques. Comment garantissez-vous la formation des élus? C'est un grand débat que nous avons chez nous. Et on est en train de s'y attaquer. Justement, on est un groupe de travail à la Chambre alsacienne du tourisme qui aimerait s'attaquer au problème de la formation des élus pour la fibre touristique et pour les fonctionnements touristiques. Et on n'a pas de recette et on est dans un brouillard total. Alors qu'il ne peut pas savoir tout dans tous les domaines. Et c'est ça qui est terrible, mais les citoyens vont spontanément vers l'élu et l'interrogent sur n'importe quel sujet pratiquement de la planète, quoi. Mais un élu qui dit bah, écoutez, je suis désolé, ça, je ne sais pas, il se discrédite. Donc on est pris dans un espèce de cercle vicieux. Et c'est pour ça qu'un élu ne peut pas reconnaître qu'il va en formation, donc il faut trouver un autre mot
mais il faut qu'il acquiert des compétences ou de la connaissance, mais c'est pas de la formation, parce que sinon on le discrédite. Plus, je dirais, les élus dans nos structures interactives entre le politique et le technique et le professionnel devraient prendre des décisions de managers internationaux. Hein? Or, dans une assemblée d'élus, vous n'avez pas que des managers internationaux qui utilisent des critères de management international pour prendre des décisions importantes. Alors ça, c'est, moi je le dis souvent et je m'en cache pas, dans le cadre des contrats qu'on a avec la région Rhône-Alpes, il y avait une grosse partie de formation déjà des professionnels. Et là, je dois le dire, et pour moi c'est vraiment un échec aussi, je dirais de pédagogie haute, on a déjà raté la formation des professionnels parce que, pas qu'ils n'auraient pas compris la formation, mais parce qu'on n'a pas réussi à les convaincre de se former. Ça, c'est ça notre premier problème. Alors quand on parle des élus en plus, je dirais que l'échec global, et nous en particulier, puisque comme on a évolué beaucoup sur notre structuration, on aurait dû arriver à... Alors, les élus qui finissent par être bien formés, c'est ceux qui sont nommés par leur communauté de communes pour siéger véritablement dans le comité de direction de l'office de tourisme, parce que là, ils sont un petit nombre, une vingtaine, plus des suppléants, ils sont 40 sur 160 élus de nos 3 communautés de communes, et puis après, il y a la vallée de Thône, mais ceux-là, ils commencent au bout de 2-3 ans à comprendre les mécanismes et tout ça, sauf que quand ensuite ils se retournent vers leurs assemblées plénières pour voter les financements à l'office de tourisme, là, il faut qu'ils recommencent, et puis ils rament de loin, hein. Ils rament de loin. Et le yaka faucon on critique souvent des élus, ma foi, c'est par absence de formation, disons comme ça, il faut battre notre coupe aussi, on n'arrive pas à trouver les moyens, les méthodes, le temps, les élus, enfin vous êtes élus, et le temps est difficile à trouver. Là, je suis déjà en train d'imaginer que les nouveaux élus qui vont sortir des urnes au mois de mars, il va falloir que je supplie le président de des communautés de communes de les prévenir qu'ils vont devoir passer 1 ou 2 jours en séminaire pour arriver à intégrer les bases du travail de la structure à laquelle ils ont délégué toute la compétence tourisme. Mais ça, je vais me battre à fond pour bloquer les élus pendant 1 jour ou 2. Mais ça va être difficile, je sais. Relativement bien. On a beaucoup parlé de structure ici, côté administratif, etc. Mais si on se remet sur la base qui est le client, parce qu'à un moment donné, la mise en place de ces structures, elle va dans le sens d'améliorer les résultats touristiques et la satisfaction du client. Est-ce que là, vous avez mis en place des moyens de mesurer l'évolution? Si oui, lesquels? Et puis, est-ce que vous avez déjà constaté, avec l'amélioration de vos structures, une amélioration de la satisfaction de la clientèle et des résultats touristiques? Oui, ça va en parallèle. Hein. On a mis en place une étude clientèle dans différents domaines de manière à essayer d'avoir le résultat, essayer d'aller dans le bon sens. L'identité de clientèle, c'est quelque chose qui est propre à chaque structure, à chaque région ou bien... Non, nous, sur les deux, hein, en fait, sur la commune et puis aussi sur la vallée, de manière à voir ce qu'on met en place, s'il y a des résultats positifs ou négatifs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez outsourcé ou bien c'est quelque chose que vous avez dans votre structure? Non, on a pris des structures indépendantes. Ce qu'il faut dire, c'est que par rapport à ce qui a été dit sur le classement des offices de tourisme en France, je viens justement à la réponse, quand les gros offices sont obligés d'être en première catégorie, pour avoir le classement en première catégorie, il faut qu'on obtienne la marque qualité tourisme. Et dans cette marque, il y a 200 critères, c'est dur, hein, c'est une marque qui est pour les offices de tourisme qui est extrêmement difficile à obtenir. Et bien dans la marque qualité tourisme, vous avez obligatoirement toute cette relation à la clientèle, enquête satisfaction, gestion des réclamations et tout ça, et vous êtes surveillé de très très près. Je peux vous dire que là, il ne faut pas faire semblant. Hein. Donc, si vous voulez, on a non seulement on le fait parce que pour la commercialisation, la promotion, c'est intéressant, mais c'est que donc, pour résumer, on a des obligations de le faire.